À côté, au Burkina Faso, le 30 avril dernier, un soutien international a été organisé en faveur du capitaine Ibrahim Traoré. Cela a défrayé la chronique. Quelle lecture faites-vous de l'ampleur de cette mobilisation, on va dire, mondiale, hein? Oui, bon, une lecture à plusieurs niveaux, je dirais. D'abord, je constate que les gens ont compris qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'était pas bien qui était en train de se passer, ils se sont mobilisés. Je pense que ça signale aussi que ce qui est en train d'être fait par le capitaine Traoré et par les autres dans l'AES, mais par le capitaine Traoré, c'est quelque chose de bien. On voit ce qu'il fait de bien. Les gens ne se mobilisent pas pour défendre quelqu'un qui ne fait rien. Les gens se mobilisent parce qu'ils sont en train de défendre quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui porte, qui a de la signification, qui change les choses. Ensuite, je pense qu'il faut aussi le lire comme la victoire aussi des réseaux sociaux sur les médias mainstream. Parce que quand vous entendez parler du Burkina Faso ou de l'AES dans les médias mainstream, c'est toujours des propos dégradants. C'est des juntes, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté, c'est la régression, Et donc, ça prouve, cette mobilisation prouve que les gens ont d'autres sources d'informations aujourd'hui, qu'ils ont des alternatives pour se former leurs opinions sur les problèmes et sur ce qui leur a raconté, et que dans la majorité, les gens ont compris que ce qu'on nous raconte dans le mainstream, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Un autre niveau de lecture que j'ai, c'est que cette mobilisation retranscrit l'avancement dans l'éveil des populations. Thomas Sankara savait qu'on allait l'assassiner. Il l'avait dit à ses pairs. Il l'avait appelé à leur solidarité. Ils n'ont rien fait. Il a été tué. Kadhafi savait qu'on allait l'assassiner. Il a compté sur ses pairs pour essayer d'arrêter ça. Il a été tué. Quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé au Sénat américain avec ce général que l'on doit par ailleurs remercier, parce que grâce à lui, bon, on a vu la mobilisation, il a réussi à être le catalyseur de l'unité africaine et afro-descendante, et même au-delà dans le monde, hein. Mais quand on voit ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes comprennent que quand ils parlent comme ça au Sénat là-bas, ça veut dire que peut-être dans les 6 mois, 1 an, il y a quelque chose qui va se passer et on va éliminer ce capitaine qui incarne tellement d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, les gens qui ont l'habitude de zigouiller nos chefs d'État et nos leaders dans nos luttes d'émancipation ont reçu le message 5 sur 5. À l'époque, vous pouviez les éliminer et il ne se passait rien. Mais cette fois-ci, là, si vous touchez un poil, je ne dis pas cheveux parce que je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais un poil de nos gens-là, il y aura des répercussions chez vous. Ce ne sera pas seulement chez nous. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, que ce soit de Jamaïque, qu'il y avait des manifestations un peu partout, à Berlin, à Paris, partout. C'était pour bien leur faire comprendre que le monsieur qui est là-bas, là, et ses camarades-là, si vous les touchez, nous, on devra subir des répercussions parce que vous tuez nos leaders. Mais vous, vous allez subir des répercussions aussi chez vous. Dans les 3 pays, ces 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les partis politiques sont suspendus, les élections reportées au Saint-Glinglin. Est-ce que ce n'est pas une menace pour la démocratie, Nathalie Yamb? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Je veux dire, est-ce que c'est la démocratie que nous voulions en Afrique? Vous savez, en politique, il y a les moyens et il y a la fin. On a réussi à faire croire à certains que la démocratie était la fin. Mais la fin, en réalité, c'est l'enrichissement des Africains, c'est la sécurité, c'est le progrès, c'est le confort des populations africaines. C'est le fait de pouvoir vivre dignement, en sécurité, confortablement en Afrique. C'est ça la fin. On a
des moyens, on nous a fait croire que la démocratie était un moyen pour arriver à cette fin. 30 ans après l'instauration de la démocratie bolienne, bon, on a vu là où on est arrivé, c'est pas là. On est arrivé dans le terrorisme, on est arrivé dans la gabégie, on est arrivé dans la violence, on est arrivé dans le néocolonialisme appauvrissant. Donc, je suis assez ravie que les partis politiques et la démocratie aujourd'hui soient mis à nu et que nous soyons tous d'accord qu'ils ne nous ont pas amenés là où notre objectif est. Vivre mieux, vivre en paix, vivre dignement en tant qu'Africains en Afrique. Vous ne craignez pas des dérives dans le futur? Des dérives dans quel sens? La dictature qui s'éternise, le pouvoir fort qui... Bon, voilà la démocratie qui s'éternise. Vous avez vu où on est? Vous savez, moi, ce n'est pas l'architecture du mode de gouvernement qui m'intéresse. C'est la finalité. Qu'une personne soit en civil ou en uniforme, qu'une personne soit dans un régime présidentiel, dans une monarchie, dans une dictature ou dans un régime parlementaire, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'il fait à la place où il est. Si c'est un dictateur, mais que ce dictateur-là fait que les conditions de vie s'améliorent, que les gens vivent mieux, qu'ils peuvent scolariser leurs enfants, qu'ils peuvent se soigner chez eux, dans leur pays, sans avoir à prendre l'avion s'ils sont riches ou à mourir s'ils sont pauvres. Mais le dictateur là n'a qu'à rester, il nous arrange. Singapour, dont on parle aujourd'hui, là, ce n'était pas la démocratie, hein. Mais voilà, on cite le pays en exemple. Donc, ces catégorisations, démocratie, dictateur, c'est pas ça. Ça, c'est des mots, c'est des habits. Qu'est-ce que la personne qui est là fait? Si elle travaille pour les intérêts de ces populations, elle n'a qu'à rester. Si vous l'appelez dictateur, soit, appelons-le dictateur, il est le dictateur, il n'a qu'à rester. Maintenant, si c'est un démocrate, mais qu'il ne faut rien, bon, il n'a qu'à partir. Grand Mali, ces décisions de suspension des partis politiques suscitent déjà des mouvements de rue. Les politiciens doivent-ils prendre leur mal en patience, selon vous? Déjà, des mouvements de rue, c'est peut-être 3 pelés, 4 tondus. Hein, je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle mouvement de rue? Les politiciens eux-mêmes qui bavardent beaucoup, on les voit, on les a pas. Vous les avez vus dans la rue, vous? Moi, je ne les ai pas vus. J'ai vu une poignée de personnes qui étaient là et j'ai vu beaucoup plus de jeunes, d'ailleurs, qui manifestaient contre ces personnes-là dans la rue. Maintenant, est-ce qu'ils doivent prendre leur mal en patience? Je pense que les politiciens sont le mal. Les politiciens sont le mal. Ils nous ont montré depuis tellement longtemps qu'ils sont les instruments par lesquels on passe pour nous maintenir en bas, pour faire qu'on accepte des choses qui sont inacceptables. Il n'y a aucune raison que quand on arrive en Afrique, on nous dise que le seuil de pauvreté, c'est quand tu vis avec moins de 2 $ par jour. Mais quand tu es en Europe, le seuil de pauvreté, c'est quand tu as moins de 1 000 € par jour. Pourquoi? On n'est pas tous humains. On est tous des humains, d'abord. Pourquoi nos politiciens acceptent ça? Les hommes politiques nous ont montré qu'ils sont le mal. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Ils sont en bonne compagnie là-bas avec le mal, puisque eux-mêmes sont le mal. Je n'ai aucune pitié pour les hommes politiques. Et je le dis d'autant plus sereinement que moi-même, j'ai travaillé à la mise en place d'un parti politique à l'époque en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai essayé cette façon de contribuer au combat. J'ai vu ses limites. Je ne suis plus là-dedans. Et je suis donc très décomplexée pour le dire aujourd'hui. Sur le basculement politique ou géopolitique de l'AES vous semble durable? Est-ce que c'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée? En tout cas, je l'espère et j'y travaille. C'est essentiel pour nous qu'il soit durable. Et je travaille à ce que je fais ma part pour qu'il puisse s'inscrire dans la durée. Vous savez, quand vous regardez notre histoire récente, vous voyez que tout se passe par cycle de 30 ans. On a eu d'abord l'esclavage, la colonisation, puis donc dans les années 60, l'indépendance.
On a essayé l'indépendance. On a vu au bout de 30 ans que l'indépendance qu'on nous a donnée n'était pas une indépendance. Et donc, cette aspiration à de nouveau de la liberté s'est retranscrite par une aspiration à la démocratie dont on parlait tout à l'heure. Alors, on nous a donné la démocratie bolienne. Mitterrand s'est assis, il a mis ses élèves à côté là, il leur a dit, vous rentrez, vous allez faire le multipartisme et les élections, ce sera la démocratie. Mais ce n'est pas le multipartisme et les élections qui sont la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les élections. Vous avez un multipartisme où vous avez les représentants du système france-africain au pouvoir et les mêmes qui sont aussi dans l'opposition. Les alternances se font à l'intérieur d'un même système. Bon, 30 ans plus tard, 2020, on se rend compte que la démocratie ne nous a rien apporté, tout comme les indépendances factices ne nous ont rien apporté. On est aujourd'hui dans les aspirations de panafricanisme et de souveraineté. Il faut s'assurer que dans 30 ans, nos petits-enfants ne seront pas de nouveau assis avec un nouveau concept à faire ce qu'il faut. Alors, on n'a jamais eu une occasion aussi grosse que celle de l'AES, où on a 3 pays dans un même espace géographique qui ont des militaires chevronnés à la tête de l'État, qui peuvent guider et faire des choses que des civils n'arriveraient pas à faire. Soyons francs, je ne vois pas vraiment des civils faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est trop compliqué. Il faut avoir une carrure de guerrier pour le faire. Et donc, on n'a jamais eu ça comme ça. C'est le meilleur point d'avancement qu'on ait jamais eu. Et moi, je ferai tout ce qui est en possible pour consolider ça et inscrire cette souveraineté durement acquise, petit à petit, l'inscrire dans la durabilité. Mais vous semblez très optimiste, mais qu'est-ce qui explique la lenteur dans la prise de certaines décisions très attendues, comme une monnaie commune de l'AES, par exemple? Pourquoi ces pays ne sont pas encore débarrassés du franc CFA? Vous savez déjà, une monnaie, on ne s'en débarrasse pas comme on s'en débarrasse de billets de Monopoly. Hein, on est dans la vraie vie. Il y a beaucoup de travail qui se fait qu'on ne voit pas. Quand vous lancez une monnaie, il y a des pièges à déjouer. Vous savez que les gens vont vous tendre des pièges. L'histoire nous l'a appris. Il y a une confiance à bâtir. La monnaie, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est la confiance qu'on lui prête. Donc il y a des situations, un contexte à mettre en place, il y a une économie à stabiliser, il y a une sécurité à donner. Là, il s'agit de 3 pays, donc il y a une union et une unité à bâtir. Et tout ne se fait pas en plein jour. Il y a beaucoup, c'est comme dans un iceberg. Il y a 20% que vous voyez, mais les 80% se font en dessous. Les gens sont au travail. Les gens sont en train de travailler à l'arrivée de cette monnaie. Alors bien sûr, on ne va pas dire que tout est rose et tout est bien. Il y a encore, même dans l'AES, des résistances. Les reliquats de l'ancien ordre qui se battent pour essayer de le faire survivre. Et ces gens-là, il y en a qui sont là qu'il faut extirper du processus pour enlever certains blocages. Mais sinon, le dossier de la monnaie avance bien. On espère que l'AES s'élargisse, en tout cas vous l'espérez.